Amélie James Cobella, Mon combat contre la prostitution. Chapitre 3. Le maraboutage, un sacré contrat d'assurance. Mama Sofia a tellement fait des pieds et des mains pour me rencontrer que j'ai fini par céder. Son insistance ne me disait pourtant rien qui vaille, mais la curiosité a sans doute été la plus forte. Je jette mon dévolu sur une table du drugstore des Champs-Élysées, bien en vue contre la baie vitrée. S'il devait m'arriver quelque chose. Flanquée de Brigitte, une jeune femme d'environ 25 ans, Mama Sofia débarque, ponctuelle et souriante. Elle attaque bille en tête. Ma fille, j'ai demandé à te voir car je sais ce que tu fais. C'est bien pour les filles qui désormais peuvent se faire soigner. Mais pourquoi leur demandes-tu de te raconter leurs histoires pour aller ensuite cafeter à la police et nous faire arrêter? Tu les pousses à la révolte et à la trahison. Pour qui te prends-tu? Ce n'est pas parce que tu vis en France que tu dois oublier la tradition. Ah, je me disais aussi. Cet empressement à me rencontrer cachait quelque chose. Je ne suis pas d'humeur. La journée a été éprouvante. Une des filles que j'ai tenté d'aider est restée au tapis après avoir subi un avortement clandestin. L'intervention, pratiquée dans les mauvaises conditions que l'on imagine, a mal tourné. C'est une de ses amies proches m'a confié qu'en fait, il s'agissait d'un suicide déguisé, car la jeune femme supportait très mal son statut de prostituée. Elle devait faire la connaissance d'un blanc qui acceptait de l'épouser. Mais les exigences sexuelles du futur mari se sont révélées telles que la promise s'est désistée. Elle a couru se réfugier chez une copine qui l'a présentée à son proxénète. Le piège s'est renfermé sur elle, définitivement. Alors, les récriminations de cette mère maquerelle vindicative, je m'en fiche. Je suis trop à cran. Je perds mon sang-froid et, bafouant tous les codes africains des convenances, je tape du poing sur la table et lui crie. Je vous arrête tout de suite. Vous m'accusez à tort. Je demande à celles qui le veulent bien de me raconter leurs histoires. Leurs témoignages me permettront de prévenir les jeunes africaines qui n'ont pas encore quitté le pays des risques encourus si elles viennent en Europe. Je ne les y oblige pas. Mon manque de respect est mal perçu, c'est évident. Je rectifie le tir en adoptant la posture adéquate, buste droit, tête baissée, genoux et mains jointes, mon interlocutrice détourne le visage. Message reçu mais non accepté, facile à décoder. Tu as été impoli, je refuse tes excuses. Nous sommes partis sur de mauvaises bases, elle et moi. Elle a beau tenter de se justifier, c'est tout de même elle la trafiquante, la hors-la-loi. C'est le monde à l'envers. Mama Sofia ne manque pas de culot. Elle est sûre de son bon droit, je la laisse développer des arguments que je connais par cœur. Et surtout qui ne tiennent pas la route. Mais après tout, je suis là pour ça. Je ne suis pas méchante avec mes filles. Nous allons ensemble à l'église, et avec l'aide de Dieu, quelques-unes ont épousé des clients, et sont heureuses aujourd'hui. Prendre la religion pour alibi fait monter en moi une colère indicible que je ne prends pas la peine de dissimuler. Je m'expose fatalement à quelques soufflets bien envoyés que je n'oserais pas lui rendre si la conversation tournait mal. Décidément, les proxénètes sont tous les mêmes. Combien de fois ai-je entendu ce discours? Les filles sont libres. Elles ne travaillent que si elles le souhaitent. Personne ne les force. Ce sont leurs familles qui nous harcèlent pour que l'on s'occupe d'elles. En leur rendant service, nous prenons de sacrés risques, qui peuvent nous mener en prison à cause de gens comme vous. J'aimerais sortir de ce dialogue de sourds, je ne suis pas son ennemi et je le lui dis. Mais je lui rappelle qu'il y a des lois pour lutter contre le proxénétisme. Tant que j'y suis, je lui rafraîchis la mémoire aux yeux de la justice, c'est ce qu'elle est, une vulgaire proxénète. Madame, j'essaie simplement d'avertir les familles. Cela s'appelle de la prévention. Vous ne pouvez pas impunément prostituer des filles que l'on vous confie. Elles travaillent beaucoup trop, parfois sans préservatif, et doivent tout accepter. Elles ne sont pas libres du tout car vous les faites surveiller, passer à tabac et parfois violer par vos hommes de main. Et oui, chère madame, vous croyez peut-être que je n'ai jamais entendu parler de la punition de la nuit blanche?
Là, je marque un point, elle manque de s'étouffer. Cette pratique cruelle et traumatisante consiste à offrir pendant toute une nuit les rebelles à leur geôlier, chargé de les corriger. Parfois, correction, il faut entendre violent réunion. Cette sanction très courante est censée les calmer. En général, c'est efficace. Les prostituées font tout pour échapper à ce châtiment redoutable et redouté. Au pays, cette femme est respectée, honorée, adulée. Là-bas, ils ne connaissent pas ses coupables activités. Son commerce est fondé sur ce que l'Europe présente de plus sale. Les jeunes filles africaines devraient représenter l'avenir du continent. Elles n'aspirent qu'à une chose, mener une vie normale et décente, devenir épouse et mère. À cause de personnages néfastes comme Mama Sofia, qui ne songent qu'au profit, et quel profit, elles ont tout juste droit au sujet d'esclaves sexuels, au statut d'esclave sexuel. L'image de la femme africaine est salie, réduite aux fonctions de bêtes de sexe. Ces femmes possèdent un cerveau, un cœur. Ce sont des êtres humains à part entière. On a trop tendance à l'oublier. Le terme proxénétisme n'a aucun sens en Afrique. Les filles ne sont pas exploitées. Des âmes charitables leur donnent leur chance. Pourtant, le proxénétisme existe bel et bien et fait des dégâts, majeurs, irréparables. Il souille tout un continent et lui fait perdre toute dignité. Et comme si ce traitement de choc ne suffisait pas, les pauvres filles sont ensorcelées quand elles ne filent pas droit. Mama Sofia réfute le terme. La sorcellerie, ça ne lui plaît pas. Et pour cause. Moi, je ne les ensorcelle pas. Je passe 2 contrats. Le premier contrat consiste à prendre les précautions d'usage au village. Je m'assure ainsi qu'elles se comportent correctement. Et pour en être sûre et certaine, je leur demande d'en faire le serment devant le marabout. Si elles me cherchent des noises, elles savent qu'elles seront frappées par le mauvais sort. La cérémonie n'est pas dangereuse. C'est juste un contrat d'assurance pour moi. En échange, je m'engage à respecter un deuxième contrat. Moral, celui-là, avec la famille qui m'a remis la fille. Je promets de veiller sur elle, et cette promesse-là, je la tiendrai devant Dieu. C'en est trop. Elle me prend pour l'une de ces assistantes sociales qu'elle peut berner parce que les maraboutages et autres rites culturels sont incompréhensibles à ces travailleurs sociaux blancs. Les cérémonies de maraboutage peuvent être qualifiées de tout sauf d'inoffensif. Nous sommes loin des combines que les bambins entonnent dans les cours de récré françaises. Marabout, marabout, bou, bou. Bout de ficelle, bout de ficelle, bout de ficelle, sel. En Afrique, le marabout chante une toute autre chanson, bien moins légère, sorte de chef spirituel dont le statut s'apparente à celui du patriarche. Le marabout peut être désigné autrement, comme au Bénin où il est appelé vaudou. Mais quel que soit son nom, il a tous les pouvoirs. Ses fonctions sont multiples, infinies peut-on dire. Car il a toute latitude pour statuer, trancher, arbitrer, exiger ou interdire, et ce dans tous les domaines. Dans la culture africaine, le marabout est le maître absolu. Il est chargé par les familles qui le sollicitent du bon fonctionnement de la société pour régler les conflits ou mieux les éviter. Considéré comme un dieu, il est écouté, ce qu'il dit est parole d'évangile. Cet homme d'expérience respecte la vie. Jamais il ne ferait de mal à un être humain. Et cela va sans dire. Il propose ses services et sa sagesse à titre gracieux. Mais là encore, à l'instar des rites de sacrifice, le maraboutage est détourné et dévié de son sens originel. C'est facile. Et surtout tentant pour qui veut amasser de coquettes sommes rapidement et sans effort. Quelques marabouts peu scrupuleux, ou qui se baptisent comme tels, utilisent leur pouvoir pour nuire, détruire, mutiler, violer et tuer. Cette croyance du maraboutage a elle aussi traversé les frontières. En Europe, les filles récalcitrantes sont soumises à ces séances afin de les contraindre à se prostituer. Les marabouts, complices des familles, et vice-versa, exercent une telle pression que même les plus coriaces cèdent. Je l'ai déjà dit, le système éducatif africain ne laisse pas la place au libre arbitre. Ces marabouts ne font que verrouiller la porte de sortie, si tant est qu'il y en ait une. Sans moufter, les pauvres subissent, obéissent et s'exécutent sans discussion. C'est une affaire réglée.
Peu importe si les tortures physiques et morales se succèdent et les traumatisent à vie, elles n'avaient qu'à pas la ramener. Elles sont littéralement incarcérées dans une prison virtuelle dont il est plus difficile de s'évader que de n'importe quelle forteresse. Le marabout a un tel ascendant sur elles que tétanisées à la simple idée de faillir, elles acceptent leur sort, les blessures, les humiliations, les viols, les punitions qui leur sont infligées et que sais-je encore. Mama Sofia et moi, nous n'allons pas nous quitter bonnes amies. Elle pousse le bouchon vraiment trop loin. Tu donnes de moi l'image d'un monstre, c'est complètement l'inverse. Je suis humaine, car je protège mes filles. Je les entoure d'amour, je les bichonne. J'ai investi toutes mes économies dans cette affaire. Grâce à elles, je peux nourrir ma famille. J'ai confiance en elles. Plus elles sont belles et en bonne santé, plus elles rapportent, et plus vite elles peuvent trouver du gros gibier, dont tout le monde pourra profiter. Nous sommes tous victimes du système. Pour un peu, elles demanderaient ma bénédiction. Pas question de montrer le plus petit signe de compréhension ni d'indulgence envers cette mère maquerelle arrogante qui, en plus, me prend pour une demeurée. Les bâtons dans les roues viennent de tous les côtés, des macs et des filles, bien sûr, mais aussi de certaines associations. Parfois, elles reçoivent des prostituées, pas toutes issues des réseaux dangereux, alors elles mettent mes affirmations en doute. J'ai déjà tant de mal à mener à bien ma mission, mais je vous assure que dans la communauté, tout le monde sait que je n'invente rien. J'ai vu trop de prostituées prisonnières de redoutables filières, condamnées à ne jamais sortir seules dans Paris. Je ne les ai pas rêvées. Je sais qu'elles sont confinées dans des appartements qu'elles quittent seulement pour aller tapiner sous haute surveillance. Les trafiquants ne veulent prendre aucun risque, ne serait-ce qu'en les envoyant chez un médecin après une séance de sorcellerie un peu musclée. Il est arrivé que des praticiens alertent les services sociaux après avoir constaté des mutilations génitales, des brûlures ou d'autres traumatismes dont ils soupçonnaient l'origine. Une poignée de courageuses ou d'inconscientes refusent non seulement de se rendre en Europe dans ces conditions hasardeuses, mais aussi de passer par la case marabout, sachant ce qui s'y trame. Qu'à cela ne tienne, les familles ne baissent pas les bras, elles organisent, avec la complicité des frères ou des cousins, des opérations commando qui peuvent aller jusqu'à l'enlèvement. Le marabout, à qui elles sont livrées, pieds et poings liés, n'a plus qu'à sévir. C'est ce qui est arrivé à Anita. Cette jeune Ivoirienne, rencontrée dans un restaurant clandestin du côté de Strasbourg-Saint-Denis, avoue avoir 21 ans. Elle me semble bien plus jeune. Elle me présente une femme qu'elle considère comme une tante, qui prend soin d'elle et l'aide en lui donnant la possibilité de travailler dans son établissement. La jeune fille se révèle bonne cuisinière. Je le constaterai en dégustant un excellent poisson grillé. Je ne vais pas poser les questions qui fâchent ici. Je ne suis pas face à des proxénètes. La petite veut simplement évoquer son passage, contraint et forcé, chez un marabout avant son exil. Elle tient surtout à dénoncer le piège dans lequel elle est tombée. Elle est tombée et à révéler les séquelles de cette séance tristement mémorable. Apparemment, sa tante sait qui je suis et connaît l'action que je mène. Elle m'accueille à bras ouverts. Elle m'exhorte d'ailleurs à continuer à sensibiliser l'Afrique, car elle en voit de toutes les couleurs dans son restaurant, notamment des filles en piteux état, poursuivies par des surveillants qui abusent d'elles. Malgré l'ambiance chaleureuse, je demeure sur mes gardes, tandis qu'Anita relate son histoire. Je suis en France depuis plus de 8 mois, depuis 8 mois seulement, mais j'ai passé 2 ans en Hollande. La meilleure amie de ma mère, qui vit là-bas, est venue me chercher à Abidjan. Elle a expliqué à mes parents que j'étais une fille belle et volontaire, et qu'en me poussant un peu, elle pourrait faciliter ma réussite en Europe. Elle m'aiderait à trouver des jobs, du ménage par exemple, soi-disant bien payés. Avec un peu de chance, je pourrais aussi épouser un blanc, comme sa fille aujourd'hui mariée à un Hollandais. J'ai eu droit aux photos du bonheur et à celles de leur belle maison. Quel honneur d'être choisi. J'allais ouvrir le chemin aux autres filles de la famille. J'étais fier de la confiance des miens. Le départ a été organisé par ma famille. Tout le monde a assisté à la grande fête d'adieu.
Mes cousines m'enviaient. La générosité de ma tante, la vraie, a été saluée par à grands coups de bénédiction. Après une prière, elle a fait venir un marabout pour qu'il me protège contre le mauvais sort que les jaloux pourraient me jeter. Ce n'était que des mensonges, une ruse pour endormir ma méfiance. Je vois parfaitement où Anita veut en venir, mais je ne l'interromps pas. Ses parents savaient que leur fille ne voulait pas voir de marabout. Elle les avait prévenus, car la rumeur lui avait fait froid dans le dos. Une fois seule avec les filles, certaines d'entre elles ne se conduisent pas toujours en chef spirituel, certains d'entre eux ne se conduisent pas toujours en chef spirituel, respectable et respecté. Elle était terrorisée à l'idée de se retrouver en tête-à-tête avec lui, mais ses parents n'en ont pas tenu compte et la séance s'est déroulée 2 jours plus tard en pleine nuit. Anita se souvient de 2 cérémonies bien distinctes. Une qui nous rend attirantes, irrésistibles, afin que nous soyons rentables, et l'autre qui fait de nous des pantins dociles et muets. Ma mère a monté la supercherie avec le marabout pour me forcer à la voir. Ils m'ont fait sortir de chez moi, prétextant que la jalousie du voisinage était si forte qu'il fallait que je me rende en toute discrétion chez lui. Sur place, j'ai été prise de panique. Je me suis mise à hurler. Ma mère m'a enlacé et m'a promis qu'elle m'y accompagnerait. J'avais moins peur, puisqu'elle promettait de rester à mes côtés. Le jour venu, elle y est bien sûr allée, car sa mère et sa grande sœur étaient présentes. Mais la confiance ne régnait pas totalement. Je sentais que quelque chose clochait. Maman ne me regardait pas en face. J'ai tenté de dissiper mes craintes. Chez le marabout, ma sœur est restée à l'écart pour soi-disant ne pas polluer l'espace purifié par le chef spirituel. Quant à ma mère, elle s'est assise dans l'entrée, puis tout est allé très vite. Je me suis retrouvée toute nue, le sorcier a commencé ses incantations et s'est mis à danser autour de moi. J'observais perplexe sans vraiment participer. Il m'a demandé de l'aider à me sauver. Des envieux étaient allés consulter d'autres marabouts pour m'empêcher de partir. Je devais me montrer plus docile, car mon attitude, paraît-il, frustrait les esprits. Je me suis laissé faire. De toute façon, je savais ma mère dans l'autre pièce. Je ne risquais rien. La porte aussitôt refermée, elle avait filé à l'anglaise. Je la prendrai plus tard.